Et on peut dire, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas tout ça? Ben, c'est à cause de ces nuages. Alors, ces nuages, que se passe-t-il avec eux? Ben, c'est la priorité de notre gouvernement, depuis qu'on est arrivé, de faire en sorte de dissiper ces nuages. Et ce qui est important avec l'ensemble des mesures qui ont été prises, le projet de loi 1, les projets de loi de réforme du financement des partis politiques et tous les autres, c'est que nous ne sommes plus dans la période où la corruption et la collusion ne sont qu'un problème auquel on n'est pas en train de s'attaquer. Nous sommes dans la phase où on est en train de s'attaquer à ce problème-là. Nous sommes dans la phase de la grande offensive contre la corruption et la collusion. Et donc, on a au moins le bénéfice d'être en action et de faire reculer ces maux et d'être en train de transformer Montréal et le Québec en un endroit extraordinairement inhospitalier pour les fraudeurs. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et sur la question des infrastructures et de la congestion, bien sûr, avec mon collègue le ministre des Transports, nous allons, au cours des mois qui viennent, annoncer des mesures importantes pour faire en sorte d'alléger les problèmes de congestion et stabiliser les investissements en infrastructure. L'autre chose dont on peut dire aussi, c'est que des hypothèques politiques ont été levées. Il y a eu un changement de maire à Montréal, il y a eu un changement de maire à Laval. Je pense que les actions de notre gouvernement ne sont pas étrangères à ce renouvellement. Et donc, ces deux villes importantes sont en train de se préparer à une grande élection le 3 novembre prochain qui donnera à ces deux grandes villes des équipes renouvelées pour la suite des choses. Et donc, on peut se dire, bon, on est en train de faire le travail, et on n'a pas terminé, il va falloir continuer à être très, très vigilant par la suite, mais on est en train de faire le travail de se débarrasser de ce nuage, et ce qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, la vitalité économique, sociale, culturelle de la métropole, et c'est ce dont nous allons parler, je pense, dans les heures qui viennent. Madame la Présidente, je vous remercie. Je vais me permettre de revenir aussi sur quelques-uns de vos commentaires précédents, avec votre permission. Mais pour dire pour le budget. Pour le budget, c'est intéressant parce que le maire Labaume m'a dit la même chose. Alors, si à Montréal, il n'y avait rien, puis à Québec, il n'y avait rien, il n'y avait rien spécifiquement pour la Gaspésie, puis il n'y avait rien spécifiquement pour l'Abitibi, puis il n'y avait rien spécifiquement pour le Nunavut, puis il n'y avait rien spécifiquement pour Rouyn-Noranda non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le budget? Il y avait des mesures de relance générale de l'économie. Et comme l'économie de la région métropolitaine de Montréal, c'est 50% du PIB, la moitié de l'impact de la totalité des mesures du budget ont un impact positif sur Montréal. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce budget pour Montréal? Il y avait d'abord, vous avez parlé tout à l'heure de la règle des 15 ans, le député de Montréal parlait tout à l'heure de la règle des 15 ans qui était une stratégie qui était perdante. On le sait, ces dernières années, l'industrie pharmaceutique à Montréal s'est complètement écrasée. Elle s'est écrasée un peu partout aussi. C'était pas seulement à Montréal. Mais dans d'autres États où il y avait des gouvernements qui étaient plus vigilants, ils se sont rendus compte que le modèle d'affaires des entreprises pharmaceutiques avait changé et que donc il fallait les accompagner différemment. Alors, une mesure que le gouvernement libéral aurait dû prendre depuis plusieurs années a été prise dès notre arrivée pour faire en sorte, par exemple, de hausser de 17,5 à 27,5 %, une hausse de 10 points de pourcentage, le taux du crédit d'impôt remboursable en R&D des activités biopharmaceutiques qui sont concentrées à bien plus de 50 % à Montréal. Une mesure majeure pour Montréal. Création d'une enveloppe d'appariement de 125 millions de dollars sur 5 ans pour financer les partenariats de recherche privés-publics dans le secteur biopharmaceutique. 125 millions sur 5 ans. On a fait ça, on est arrivé, ça faisait 2 mois, et eux, ils avaient eu 9 ans pour s'ajuster. Ils ne se sont pas ajustés, ils ont laissé se dégrader l'industrie pharmaceutique. Nous, on est arrivé tout de suite, on a fait ces mesures-là. Et d'ailleurs, on a immédiatement annoncé l'automne dernier un premier investissement, une première suite de cette nouvelle politique d'aide à la pharmaceutique avec l'investissement de Neomed, qui est une entreprise qui va regrouper plusieurs pharmaceutiques ensemble pour développer des molécules pour la suite des choses. Et je peux vous dire, sans dévoiler de secret, qu'il y aura d'ici quelques mois plusieurs autres annonces dans ce sens-là. Il y a eu une annonce sur 10 millions de dollars hier matin sur la question de la santé personnalisée, mais il y en aura plusieurs autres qui vont montrer que, enfin, nous avons une politique de développement du pharmaceutique à Montréal
qui va dans ce sens-là. Il y avait aussi dans ce budget un congé fiscal de 10 ans pour les investissements de plus de 300 millions de dollars, parce qu'on veut relancer le manufacturier, et particulièrement le manufacturier à Montréal. On avait une enveloppe de 200 millions de dollars pour la stratégie industrielle qui va permettre de développer le transport électrique. Le transport électrique, c'est beaucoup à Montréal que ça se fait. C'est là que sont les entreprises, c'est là qu'est Bombardier, c'est là qu'il y a le matériel roulant. C'est dans la région qui est Novabus, et on voyait hier que Bombardier va montrer d'ici peu à l'île Sainte-Hélène son nouvel autobus électrique. Alors oui, le budget, c'était pas écrit Montréal, parce que lorsqu'on prend des mesures économiques pour le Québec, on prend des mesures économiques pour Montréal. Et c'est un des meilleurs budgets pour Montréal qu'on aurait pu faire en ciblant la relance de l'ensemble de ces milieux et en attirant l'investissement. Je peux vous dire que lorsque j'étais avec la première ministre à New York et qu'on rencontrait des investisseurs et qu'on leur parlait de ces crédits d'impôt et du congé fiscal de 10 ans pour les grands investissements, ils étaient très intéressés et ils prenaient des notes. Ils prenaient des notes. Bon, alors ça, c'est ce qui a été fait. Je reviens sur ce qui n'a pas été fait et qui aurait dû être fait. Je reconnais, bien sûr, avec le ministre, avec l'ancien ministre et le député de Mont-Royal, qu'en 9 ans de gouvernement, ça aurait été très difficile de ne rien faire pour Montréal et qu'un certain nombre de choses ont été faites. Et je le reconnais, et le député sait que je suis souvent prompt à reconnaître les bons coups. Mais cependant, il faut quand même bien dire qu'un certain nombre de décisions ou de non-décisions de l'ancien gouvernement ont freiné le développement de Montréal. Et le premier, évidemment, c'est de nous avoir retardé de 3 ans dans la lutte à la corruption en refusant de mettre sur pied une commission d'enquête. Et là, on a perdu 3 ans. Et on a perdu 3 ans non seulement pour mettre au jour qui sont les crapules, comment ça fonctionnait, mais on a perdu 3 ans aussi d'économie sur le coût des travaux publics. Oui, des milliards de dollars ont été investis en infrastructure à Montréal. C'est vrai, ça devait être fait, bravo. Mais cependant, on sait qu'il y a 2,5% qui sont allés à la mafia, il y a 3% qui sont allés à un parti politique, et parce qu'il y a eu de la collusion, les coûts ont été gonflés de 15, 20, 30%. Mais c'est énorme sur des milliards de dollars. Alors, le refus du gouvernement précédent d'agir dès les premiers signes, en 2004, dès les premiers signes, a coûté des milliards de dollars de trop au Québec. Sur le CHUM et le CUSUM, écoutez, le CHUM, bravo, il va finir par être construit, mais les ratés du gouvernement libéral là-dessus, la guerre que se sont livrés l'ancien ministre de la Santé et l'ancien premier ministre sur l'implantation du CUM avec, dans le rôle de soutien, l'ancien premier ministre libéral, M. Daniel Johnson, qui a torpillé le projet de M. Charest au profit de... Écoutez, là, on a perdu un temps fou. Il serait ouvert, le CHUM, si ce dossier avait été bien géré par le gouvernement libéral. Puis quant au CUSUM, écoutez, là, on voit qu'il y a des gens qui ont été nommés là à des postes de responsabilité qui sont maintenant poursuivis par la police. On aimerait bien pouvoir les accuser aux criminels. Alors, je dis pas que tout est mauvais dans ce qui a été fait, mais je dis que si ça avait été juste bien, ça irait beaucoup mieux. Alors ça, c'est une chose. Et sur Turcot, même chose. La lenteur avec laquelle les décisions ont été prises sur Turcot sont vraiment à critiquer.